Bonjour, chers membres de la communauté autochtone de Montréal. Voici maintenant le deuxième cours. Comme nous l'avons appris dans le premier cours, l'Amérique du Nord est constituée d'un réseau très complexe et dynamique de nations et de communautés, dont les histoires ont commencé bien avant l'arrivée des Européens qui nous traversent l'océan Atlantique. Plus précisément, nous avons commencé à explorer la diversité des façons d'être et de savoir autochtones. Les relations à travers l'Amérique du Nord étaient facilitées par les liens de parenté et les réseaux commerciaux. Comme nous le verrons, le commerce de la fourrure en particulier était incroyablement dynamique. Un mélange d'interactions culturelles, économiques et sociales qui a finalement fondé le pays aujourd'hui connu sous le nom du Canada. La traite des fourrures a irrévocablement modifié les relations entre les Premières Nations et, de plus, la traite de fourrure a donné naissance à la nation métisse. Avant l'arrivée des Européens, les réseaux commerciaux autochtones échangeaient des articles de luxe comme le cuivre, les coquillages, l'obsidienne, le silex et l'huile de lichen, souvent via les routes établies comme les sentiers de Grèce. Certains échanges concernaient aussi les produits essentiels, tels que le maïs échangé contre la fourrure et de la viande. L'échange de cadeaux jouait un rôle central. Il scellait les accords, renforçait les alliances et était renouvelé périodiquement pour maintenir des relations positives. La générosité, symbolisée par ces dons, était une valeur clé, conférant respect, prestige aux individus généreux. Colonisation et commerce. Avant de discuter de la traite des fourrures, il est essentiel d'aborder les premières rencontres entre les Européens et les peuples autochtones au Canada, ainsi que le processus de colonisation. La colonisation désigne la prise de contrôle d'un groupe sur un autre, impliquant la saisie des terres et des ressources, et souvent au détriment des modes de vie des colonisés. Ce processus inclut la modification des systèmes autochtones, l'imposition d'un contrôle politique externe et la création d'indépendance économique et l'accès illimité à des services sociaux de qualité. Bien que les premiers échanges avec les Français et les Anglais aient été pacifiques, l'arrivée des Européens entraîne une colonisation progressive des peuples autochtones, qui a profondément marqué l'histoire et la structure du Canada moderne. Passons aux marchandises. Comme vous le savez sans doute, le commerce de fourrure a joué un rôle clé dans la dynamique coloniale, évoluant d'une activité locale à une industrie complexe. Considéré comme un partenariat par certains historiens, il débute à la fin des années 1400. Les économies européennes, guidées par le mercantilisme, dépendaient des colonies pour extraire des matières premières comme la fourrure du moindre coût, alimentant une rivalité et des violences entre les nations européennes. Bien avant cela, les Scandinaves avaient établi une colonie éphémère à l'anse des Melo en l'an 1000, où des rencontres violentes avec les Skrælingtings, probablement les Beothuk, ou membres de la culture d'Orsay, mirent fin à leur présence. Plus tard, les Français et les Anglais, en quête de nouvelles terres, rencontrèrent les peuples autochtones vivant en Amérique du Nord depuis des millénaires, bien avant que les explorateurs comme Cabot, Cartier ou Frobustier. Ces événements que vous savez, souvent qualifiés à tort de découvertes, marquèrent le début de la colonisation et de l'exploitation des ressources autochtones. L'oiseau géant. Tiré du prophète Obidjoué ou Anishinaabe, des hommes aux apparences étranges ont traversé l'eau. Leur peau est blanche comme la neige et sur leur visage poussent de longs cheveux. Les hommes ont de longs couteaux et tranchants, et ils ont de longs tubes noirs qu'ils pointent vers les oiseaux et les animaux. Les tubes produisent de la fumée qui s'élève dans les airs, tout comme la fumée de nos pipes. D'eux sortait le feu et un bruit si épouvantable. Pêche de l'Atlantique. Après la colonisation nordique, les Premières Nations et les Inuits n'ont plus rencontré d'Européens sur leur terre jusqu'à la fin des années 1400. Le groupe suivant que les peuples autochtones ont rencontré et avec lesquels on commençait à faire du commerce était celui des baleiniers basques et les baleiniers et pêcheurs français qui opéraient au large de la côte est à partir du 16e siècle. Un commerce secondaire des fourrures a émergé avec ces premières rencontres entre les Européens, les Mi'kmaq et d'autres peuples des Premières Nations sur la côte est. Ces contacts étaient occasionnels. À ce stade, les nations européennes étaient principalement intéressées à tirer profit de la pêche. L'établissement de colonies et la colonisation n'étaient pas pour eux une grande priorité. Ces premiers contacts ouvrent la voie sur le commerce des fourrures. Notre bon ami Jacques Cartier établit la première colonie française en Amérique du Nord en 1534. Mais ses relations avec les peuples autochtones, comme les Mi'kmaq et les Stadaconiens,
ont marqué par des malentendus et des tensions. Ces actions, telles que l'appropriation symbolique des terres et les enlèvements, aggravent les conflits. Bien que son dernier effort de colonisation échoue en 1543, les bases d'une présence européenne durable sont posées. Notre autre colonisateur bien connu, celui qui porte bien sûr le nom d'un pont, Samuel de Champlain, fonde Québec en 1608, formant des alliances avec les Inuits et établissant une nouvelle ère de coopération et de conflit. Parallèlement à la traite des fourrures, devient un moteur économique-social reliant les Européens et les peuples autochtones et un échange mutuel. Les castors, prisés pour leurs poils ou sous-poils utilisés en chapeau, dominent ce commerce, offrant aux Premières Nations un accès aux technologies européennes. Ce commerce influence profondément les relations sociales, économiques et culturelles entre les deux groupes, tout en transformant un écosystème locaux. La traite des fourrures a transformé les sociétés autochtones en trois phases distinctes: un contrôle initial par les peuples autochtones, une dépendance croissante à l'égard du commerce, puis une domination européenne avec des impacts négatifs pour les Autochtones. Les Premières Nations ont adopté leur mode de vie pour profiter des produits européens, notamment les métaux. Petit aparté historique, les métaux, surtout les casseroles, étaient bien prisés, car à l'époque, pour pouvoir chauffer, il fallait justement chauffer les pierres, mettre la pierre dans la peau de bouleau pour faire chauffer l'eau. Ensuite, on retirait la pierre pour la faire réchauffer de nouveau et la remettre dans l'eau. C'était excessivement long pour faire une soupe, tandis qu'avec un chaudron, tu mets l'eau dans le chaudron et tu fais bouillir, c'est fini. Au début, les Algonquins et les Wendat, grâce à leur rôle intermédiaire, contrôlaient le commerce collaborant avec les Français. Ces alliances ont favorisé des échanges mutuels, mais aussi des conflits, notamment avec les Haudenosaunee, soutenus par les Néerlandais. Avec l'effondrement de la Confédération Wendat, le commerce s'est déplacé vers l'ouest et le nord, permettant l'essor de la Compagnie de la baie d'Hudson et modifiant les dynamiques commerciales.